Bonjour et bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette deuxième saison d'Horizon IA. Nous sommes sur le premier épisode de cette nouvelle saison et nous sommes ravis de vous retrouver. Horizon IA est une initiative de la branche Horizon du chapitre PMI France. La branche Horizon comprend les adhérents de PMI France résidant dans les Outre-mer et partout dans le monde, hors France métropolitaine. Donc, comme vous l'avez peut-être remarqué, nous avons un nouvel arrivant dans l'équipe, Fouad, qu'on remercie de nous rejoindre sur cette initiative. Et donc, ça me permet la belle transition de nous présenter tous. Alors, bonjour à tous, je suis Alex Gilles de Médinan, je suis consultant en gestion de projet, bénévole du PMI France, branche Horizon, mais aussi vice-président du PMI Bénin en charge du bénévolat et un vrai passionné des intelligences artificielles, ce qui m'a conduit à être contributeur du PMI Infinity et justifie ma présence parmi vous aujourd'hui depuis Lévis au Québec. Merci. Bonjour à tous, je suis Jean-Luc Favreau, consultant formateur en gestion de projet, agilité et innovation. Je suis également vice-président du PMI France en charge de la branche Horizon et je suis co-auteur du futur standard du PMI sur l'intelligence artificielle et je vous en dirai un petit mot à la fin dans la rubrique nouveautés. Et j'ai le plaisir de m'adresser à vous depuis Tahiti en Polynésie française où il est 6 heures du matin. Et merci Jean-Luc. Bonjour à tous, moi je suis Narcisse Somsa. Je suis consultant en management de projet et en amélioration continue. Je suis également bénévole au sein de la branche Horizon de PMI France et puis contributeur sur PMI Infinity. C'est toujours un plaisir pour moi de m'adresser à vous depuis Montréal au Québec aujourd'hui. Merci. Fouad? Merci Narcisse, je suis très heureux de me présenter à vous aujourd'hui. Je m'appelle Fouad Segui, je suis basé à Lyon et je suis responsable de portefeuille et chercheur en transformation d'entreprise. Et je travaille depuis quelques années sur les enjeux de l'intelligence artificielle et son intégration, notamment dans des secteurs réglementés comme la santé et la gestion de projet. Je suis très ravi aujourd'hui d'intégrer Horizon IA et cette belle équipe qui a réussi le pari de la première saison. Laure Emmanuel? Merci à tous. Et donc, je suis Laure-Emmanuelle Perret, directrice en PMO et système d'information et bénévole PMI France depuis 2011 en support sur cette initiative pour tout ce qui concerne les points techniques et de communication. Alors, comme je le disais au départ, ceci est la deuxième saison d'Horizon IA. Sur la première saison, nous avons eu l'opportunité d'aborder des sujets tels que tout simplement qu'est-ce que l'intelligence artificielle, comment rédiger un bon prompt, comment créer son propre GPT, qu'est-ce qu'un GPT, ainsi que plusieurs différents types d'applications, bien évidemment, en gestion de projet spécifiquement, et comment l'intelligence artificielle peut nous augmenter dans notre gestion de projet au quotidien. Nous vous invitons tout particulièrement à revoir les épisodes si vous ne les avez pas vus. Vous les retrouverez tous sur la chaîne YouTube de PMI France. Vous avez le QR code éventuellement si vous souhaitez scanner maintenant. Vous retrouverez donc tous les sujets abordés et en particulier sur la session 5. Vous pourrez retrouver les informations sur le GPT que nous avons créé et mis à votre disposition, le GPT Horizon IA, qui peut vous aider à justement résumer et revoir certains concepts que nous avons abordés au fil des sessions. Comme je le dis, toutes les sessions précédentes sont disponibles sur la chaîne YouTube de PMI France. À compter du prochain, les épisodes seront en revanche réservés aux participants et aux membres de la communauté PMI France, donc seront sur le site de PMI France. Aujourd'hui, sur l'agenda, nous avons des choses qui vous sembleront familières si vous avez l'habitude de nous rejoindre. Donc, on commencera par la notion du mois qui, ce mois-ci, se focalise sur les agents.
Vous avez très certainement déjà entendu ce terme. Ça fait un petit peu plus d'un an que ça fait le buzz. Les choses, le domaine a beaucoup évolué. Et donc, il nous semblait approprié aujourd'hui d'aborder cette thématique. Ce sera suivi de cas pratiques expliquant comment des agents d'intelligence artificielle peuvent vous assister, vous augmenter en tant que chef de projet. Et puis, comme à notre habitude, nous terminerons par les nouveautés du mois euh, pour vous donner un petit peu un tour d'horizon de ce qui se passe au sein de PMI et ailleurs en matière d'intelligence artificielle. Sur ce, nous allons commencer donc avec la notion du mois. Jean-Luc, je te laisse la parole. Merci Laure-Emmanuel. Alors, si vous nous suivez depuis un petit moment, vous avez vu on a un petit peu progressé dans l'apprentissage de l'IA. On a d'abord parlé de prompt, comment pouvoir dialoguer avec un ChatGPT, avec un Gemini. Donc, on a un dialogue avec des questions-réponses entre l'humain et l'IA. On a avancé un petit peu dans la sophistication avec le GPT dont Laure-Emmanuel a parlé, c'était la session 5. Et là, on voulait vous amener vers un niveau encore supérieur, qui est celui des agents. On l'a un petit peu abordé avec une session où on a utilisé Manus. Là, on va vous développer plus ce concept aujourd'hui. Donc, on va commencer par la définition. Qu'est-ce qu'un agent IA? Les agents IA, ce sont des entités logicielles qui ont un certain degré d'autonomie et qui sont capables de percevoir leur environnement. Alors, dans notre cas, ça sera principalement numérique, mais ça pourrait être dans la vie réelle, qui sont capables de réfléchir et de décider grâce à l'intelligence artificielle, qui sont capables d'agir. Alors ça, c'est nouveau aussi, c'est-à-dire que l'IA va être capable d'agir en notre nom et pourquoi pas sur nos outils, sur notre poste de travail, et ceci afin d'atteindre des objectifs. Donc, on va pouvoir lui donner une intention que l'agent sera capable de réaliser, d'atteindre au travers de ses travaux. Rapidement, on a 5 grands types d'agents IA. On a ce qu'on appelle des agents à réflexe simple, tout simplement le fonctionnement d'un thermostat qui va déclencher le chauffage quand il commence à faire froid. Le niveau supérieur, c'est un agent basé sur un modèle, donc on va dire que c'est un agent de type ABS qui va mesurer la vitesse et arriver à un certain moment et compte tenu de certaines circonstances va empêcher le blocage des roues. Un troisième cas qui est un agent basé sur un but. Donc là, l'idée, ça sera un peu le GPS dans une voiture. C'est un petit peu le cas qu'on va vous présenter ici, où on lui donne des instructions et puis il va avoir une certaine autonomie pour faire ses calculs. On a presque enfin, les agents basés sur l'utilité. Donc là, on va être vraiment dans la recherche de l'optimisation. Donc typiquement, un outil de type trader qui essayerait de maximiser les gains en fonction de l'environnement et de contraintes, etc. Et une dernière catégorie qui sont les agents apprenants qui vont s'améliorer au cours du temps. Par exemple, les agents qui vont apprendre à reconnaître des visages humains. Voilà, c'était une rapide introduction aux agents et je vais passer la suite à Fouad, si tu veux bien. Merci beaucoup Jean-Luc. Je vais commencer par un point essentiel à garder en tête, c'est que les agents IA n'évoluent pas isolément. Leur valeur, elle prend tout son sens dans leur relation avec les humains et avec les autres systèmes également. Donc effectivement, l'agent aperçoit, raisonne et agit, mais avec un niveau d'autonomie qu'on nous fixons préalablement ou une certaine liberté qu'on lui accorde dans ses actions, mais aussi dans son apprentissage. Est-ce qu'il va apprendre ou il va exécuter ce qu'on lui demande sans aller plus loin? Donc, mais elle le fait toujours dans un environnement où elle doit interagir avec nous, assimiler nos attentes. Et c'est pour cette raison qu'il est important de comprendre les domaines clés d'un agent IA. Alex, merci. Donc, d'un côté, on a un domaine de performance et de capacité qui correspond tout simplement à l'existence, à ce qui permet à un agent d'exister, de fonctionner, et ce qui fait aussi la différence entre deux agents mandatés pour faire la même chose, mais qui ont des performances largement
différentes. Par exemple, un agent réalisé pour automatiser des tâches simples, comme ce qu'on va montrer aujourd'hui, versus un agent d'IBM Watson avec des grandes capacités, ou encore les agents pour détecter des fraudes fiscales euh, également. Donc, notamment, on retrouve dans ce domaine l'écosystème, donc c'est-à-dire tout ce qui est hébergement, la qualité des données, la gouvernance également, les capteurs pour récupérer les informations, les dispositifs et les équipements associés. Et la deuxième partie, c'est plutôt la configuration, c'est-à-dire quel est le persona qu'on a choisi, les règles qu'on fixe pour l'agent, la politique qui va suivre et tout le paramétrage associé. Et dans un autre domaine ou partie, c'est toute la partie perception, c'est-à-dire les flux des données dans l'environnement, l'interprétation, ce qu'il va faire, et la restitution qui va nous faire à la fin. Et finalement, dans ce domaine, il y a aussi la partie raisonnement, les modèles, les autorisations et les algorithmes qu'on adopte pour cet agent. Donc, de l'autre côté, le domaine d'évolution et du niveau d'autonomie qui représente la façon dont l'IA va interagir avec l'environnement, son autonomie et comment en fait l'agent va progresser par la suite. Et effectivement, donc on a toute la partie interaction, soit avec des systèmes, soit avec des humains à travers des requêtes différentes et tout ce lien en API également. Donc, par la suite, c'est les actions. Donc, là-dedans, on va voir ce qu'on lui donne une capacité ou une autorisation à prendre des décisions dans ses exécutions de tâches également. Donc, et après, toute la partie mission, donc le rôle fonctionnel, le traitement, le flux de travail qu'on va voir également dans le cas concret. Et on finit par l'optimisation des modèles, retour sur l'information et la surveillance à la mesure de ses performances, et donc ce qui nous permet d'améliorer son apprentissage également. Alex? Donc, dans le cas pratique, on voulait d'abord vous introduire un processus simplifié de mise en place d'un agent avant de rentrer dans le vif du sujet à travers un exemple concret. Donc, ce processus simplifié, alliant les points les plus importants à savoir et la schématisation des opérations pour un objectif pour que vous puissiez reproduire la démarche de votre côté sur la base d'une approche très claire. Donc, il est important au début de clarifier l'idée de départ, hein, donc définir clairement les objectifs ou le persona, qu'est-ce que l'agent va faire pour moi. Et par la suite, le processus d'automatisation. Donc là, on passe sur une façon plutôt schématique et logique pour synthétiser les étapes d'automatisation, les workflows, les rôles que je vais donner à l'agent, qu'est-ce qu'il va faire, dans quel cadre, et les interfaces également. Est-ce que je dois prendre une décision? Est-ce qu'il doit me consulter? Par la suite, une fois tous ces processus sont clarifiés et posés dans une logique de schéma, on passe à l'étape suivante qui est le choix du cadre technologique. Donc, je vais sélectionner selon aussi mes moyens, selon les capacités que je souhaite avoir de cet agent, la partie LLM, l'outil d'automatisation et les systèmes connectés ou interconnectés. Donc là, on a mis quelques logos entre Mistral, ChatGPT, N8N, Make, peu importe. Donc là, vous faites le choix également selon ce que vous voulez faire et donc vous pouvez avoir à faire peut-être un comparatif entre ces outils. Par la suite, on passe au design et à la conception de l'architecture pour configurer les actions.
C'est-à-dire, on a un LLM qui va peut-être synthétiser, par exemple, un document et puis un workflow déclenché par un système, un outil d'automatisation et des points de prise de décision. Donc, bien évidemment, on ne va pas réussir du premier coup. En tout cas, il y aura un paramétrage à faire et vous pouvez en fait tester, retester pour ajuster jusqu'à arriver au bon fonctionnement. Donc, ce que je vous conseille, c'est de démarrer plutôt par des processus simples et après, la dernière étape, c'est enrichir ces processus et améliorer en continu, en affinant, en améliorant, en rajoutant par la suite d'autres nouvelles fonctions. Donc, je passe la main à Narcisse qui va nous Merci. expliquer le contexte du cas pratique. Merci beaucoup, Fouad, pour ta belle présentation. Alors, ici, nous avons un cas pratique qui est de la vie personnelle, mais bien sûr qu'on peut dupliquer en entreprise. Donc, c'est ce que nous vous proposons. Et vu que nous sommes dans un contexte global de rentrée des vacances, rentrée pour Horizon IA, nous avons choisi un cas de rentrée. Imaginez donc que vous êtes revenu des vacances et puis ça coïncide avec la période de rentrée de vos enfants. Et donc, vous avez reçu plusieurs mails des écoles des enfants. Et comment est-ce que vous aurez aimé qu'un assistant vous aide à gérer tout cela? Donc, notre personnage ici s'appelle Léon et il se retrouve dans une situation pareille. Il est débordé de courriels provenant des différentes écoles de ses enfants et puis il s'embrouille, ne se retrouve pas sur les événements qui sont importants, tout ça. Donc, dans sa recherche de solutions, donc Léon a consulté un de ses amis et puis un collègue lui a proposé donc il peut mettre en place un agent IA. Et donc, c'est cet agent qui va leur permettre donc de mettre en place un système qui l'aidera pardon, à tout gérer, à tout suivre facilement, à fouiller dans ses mails, à le notifier des mails importants et autres. Donc, dans la suite, nous allons vous présenter un peu à l'est suivant. Ensuite, nous vous présentons le workflow d'automatisation donc de cet agent-là. Donc, comme je le disais tantôt, imaginez que vous avez un assistant, d'accord, personnel, à qui vous voulez confier la gestion de votre boîte courriel pour pouvoir identifier un type de mail, bien sûr des mails provenant d'une source bien précise. Donc, on reste dans cette logique pour pouvoir instruire l'agent IA que nous allons construire. Donc, dans le cas de Léon, qu'est-ce qui va se passer? L'agent va surveiller donc les courriels de Léon en continu et puis il capture chaque 1 ou 2 minutes pour voir s'il y a de nouveaux mails. Lorsqu'il voit de nouveaux courriels, il vérifie si le courriel contient des informations scolaires, c'est-à-dire est-ce que le courriel provient de l'école, d'abord à partir de l'objet ou bien même à partir du nom de domaine d'où le courriel a été envoyé. Donc, il vérifie toutes ces informations. Si il se rend compte que le courriel ne provient pas de l'école de ses enfants, OK. Donc, il ne fait rien. Mais si le courriel provient de l'école, sinon d'une école de ses enfants, ensuite, qu'est-ce que cet agent va faire? Il va fouiller le courriel. Est-ce que le courriel contient des pièces jointes ou le courriel ne contient pas de pièces jointes? Si le courriel contient des pièces jointes, notre agent ira alors ouvrir la pièce jointe, il va lire la pièce jointe et puis extraire automatiquement des informations. Les informations qui seront extraites des pièces jointes viendront s'ajouter aux informations dans le contenu du mail. Et puis, une deuxième analyse sera donc faite de toutes ces informations qui sont collectées. Et l'objet, c'est de pouvoir extraire s'il y a des événements qui sont planifiés, s'il y a des activités qui sont planifiées, par exemple, comme des réunions de parents d'élèves, comme des activités scolaires. Donc, c'est un peu ça. Donc, du résumé qui est fait, donc, notre agent ira récupérer ces informations-là. Et puis, le but, c'est quoi? C'est que si il y a un événement qui est planifié, et donc, l'agent ira dans notre agenda Google pour pouvoir uploader, planifier donc l'événement
comme ça, je n'ai pas fouillé le mail, mais il suffit pour moi de regarder juste dans mon agenda Google et puis je verrai qu'il y a une activité qui a été planifiée par cet agent-là. Mais au cas où il n'y a pas une activité qui est planifiée, qu'est-ce qui sera fait par notre agent? Notre agent fera donc un résumé clair du contenu donc des mails qui proviennent des écoles et puis il va nous envoyer donc ces informations par WhatsApp afin que ces informations ne se perdent pas et puis afin que nous soyons tous également informés. Donc voilà un peu comment nous avons pensé l'agent que je vais laisser le soin à Alex tout de suite de commencer par vous présenter un peu plus en profondeur. Merci. Merci, Narcisse. Donc, comme le disait Fouad, la première étape pour mettre en place un tel système, c'est d'abord avoir une idée très claire de ce qu'on veut faire. Tout part de là. Et pour avoir une idée très claire, on a plusieurs possibilités. On part de l'idée, on peut utiliser par exemple des outils de mind mapping tels que Miro ou d'autres pour matérialiser notre idée, schématiser, illustrer comme on l'a fait ici. Ça, c'est la première étape. Et une fois que nous avons l'idée claire, on peut choisir l'outil approprié. Dans notre cas, on a choisi n8n. On reviendra tout à l'heure sur la raison qui nous a poussé à choisir n8n. Et une fois qu'on a choisi n8n, on va commencer par faire ce workflow, donc designer ce workflow dans n8n. On peut le faire directement si on est un habitué de n8n ou si vous n'êtes pas un habitué, alors nous avons pensé à une solution pour vous. Donc, on a créé un outil, un GPTs. Donc, un GPTs, c'est une personnalisation de ChatGPT pour nous, bon, qui nous permet de- d'automatiser des tâches ou bien des choses qu'on vient demander à ChatGPT le plus souvent. On peut l'entraîner, on peut lui donner des documents. Donc, on a déjà montré dans nos précédents webinaires comment on peut mettre en place un GPT, un GPTs. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on l'a entraîné, on l'a donné des documents sur N8N, on l'a orienté. Bref, il est prêt à orienter. Donc, une fois que vous avez cette illustration visuelle, vous pouvez faire juste la capture d'écran de ce workflow-là et remettre à ce GPT, c'est lui demander de vous convertir justement ce workflow en un workflow N8N. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va traduire ce que vous l'avez donné en un langage compréhensible par N8N. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, au lieu de continuer avec une image, vous pouvez continuer par euh, lister les étapes de façon séquentielle, étape par étape, comment vous voulez que cet automatisme fonctionne. Donc, ça ne réussira pas certainement d'un coup, comme l'a dit Fouad. Il faut itérer jusqu'à ce qu'il faut trouver ce que vous voulez exactement. Donc, ce qui est plus difficile, ce n'est pas l'automatisation de ce que vous voulez, mais c'est de définir clairement ce que vous voulez. Si vous définissez clairement ce que vous voulez, tout le reste vient plus facilement. Donc, ici, nous avons défini clairement ce qu'on veut. Et après ça, on a transformé, ou du moins, on a inséré ce qu'on veut dans un prompt. Donc, on a transformé ça en un prompt. Et à partir de ce prompt, mais rassurez-vous, ce prompt aussi peut être amélioré. Ça, c'est un exemple. On est parti de ça. Mais à travers des itérations, on peut vraiment l'améliorer. Donc, on prend ce prompt et on donne à notre GPT ce qu'on a créé. Ce GPT, le lien sera partagé avec vous. Donc, de sorte que directement, si à la fin de cette présentation, si vous voulez faire ce que nous avons fait, mais vous avez la possibilité de le faire. Donc, on l'a donné le prompt. À partir de ce prompt, nous voyons clairement que il est parti générer donc le code. Il est parti traduire l'idée qu'on l'a donnée en un langage compréhensible par un 8N.
Et ce n'est pas tout. On peut se dire, mais si j'ai cette ligne de code, qu'est-ce que je vais faire avec cette ligne de code? On l'a demandé de nous ajouter un fichier README, c'est-à-dire un fichier qui va nous guider pas à pas, étape par étape, à mettre en place ce automatisme-là. Donc, c'est ce qu'on voit là. On est à la deuxième étape. Et donc, on va le laisser fini. Une fois que nous avons, ces lignes de code, qu'est-ce qu'il faut faire avec? On va récupérer ces lignes-là. Et nous avons plusieurs options. Soit on peut utiliser euh, un éditeur. Ben, il y a plusieurs éditeurs de code. Mais ça, si c'est compliqué, vous pouvez simplement rechercher bloc-notes sur votre poste de travail. Donc, sur votre ordinateur, vous faites une recherche bloc-notes et vous avez bloc-notes. Vous copiez le code. Après l'avoir copié, vous collez et vous allez renommer. Vous allez nommer donc ce fichier-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que quel que soit le nom que vous allez donner à ce fichier, il faut que ça termine par .json, c'est-à-dire .json, parce que c'est cette extension qui sera compréhensible et acceptée par n8n. C'est très important. Et donc, c'est ce qu'on va faire ici. Là, on a les étapes à suivre pour pouvoir importer, faire les paramétrages. Il n'y a pas de problème. Donc, on récupère le code. Une fois qu'on récupère le code, on lui donne. Donc, bientôt, je pense que d'ici une semaine au plus, vous n'aurez même plus à récupérer le code. Lorsque vous allez utiliser cet outil-là, il va vous générer le fichier directement à télécharger. Donc ici, le fichier, on l'a enregistré, on ira chercher ce fichier-là. Donc, quand vous venez dans N8N, vous créez un compte, vous cliquez sur Créer un workflow et puis vous importez. Quand on l'a importé, ça nous a donné directement un workflow qui est déjà prêt à usage, ce que nous voyons ici. Bien sûr, les nœuds ne sont pas connectés. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la capture d'écran de ce que nous avons devant nous. On fait la capture et on redonne donc à notre GPT pour lui dire, voici ce que j'ai obtenu. Est-ce que c'est correct? Est-ce que ça fonctionne? Certainement, il va nous dire, oui, ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas. Il nous dira ce qu'il faut ajuster. Et au bout de plusieurs itérations, on va lui demander justement de nous fournir un fichier corrigé, prêt à usage. Donc, c'est ce que nous avons fait. Donc, après ces itérations, on obtient donc le workflow que nous avons devant nous. Ce workflow est parfait, ça fonctionne. La seule chose qu'on a fait de plus, c'est quoi? C'est qu'on a paramétré le contenu. On fait double-clic sur chaque nœud et on fait les paramétrages nécessaires. Pour faire les paramétrages nécessaires, rien de compliqué. Vous faites double-clic, ce que vous avez obtenu, vous faites capture d'écran de ce que vous avez devant vous. Vous redonnez à notre GPT ce que nous, on a créé et vous dira exactement ce qu'il faut faire. Si par exemple, il faut aller chercher des API, parce qu'ici on a utilisé l'API de Claude, il vous dira étape par étape comment aller chercher, comment créer le compte sur Claude, comment récupérer l'API, quelle information il faut récupérer, comment le insérer dans ce workflow. Il vous donnera toutes les étapes et puis vous serez en mesure de mettre ça en place. Avant de continuer, je pense qu'il serait intéressant de nous arrêter et de vous donner justement la possibilité de poser des éventuelles questions. Donc, vous avez la parole avant qu'on ne continue cette démonstration. Alors, merci beaucoup, Alex. Je laisse les gens poser des questions, mais on en a déjà reçu quelques-unes. La dernière, c'est vrai que ça semble assez quand même technique et nécessiter des notions d'informatique. Ce que tu nous montres, est-ce que l'intelligence artificielle est réservée aux informaticiens? Non, pas du tout. C'est pas du tout réservé aux informaticiens. Il faut deux choses. La première, il faut la volonté. Si vous avez la volonté de réaliser ça, vous serez en mesure de le faire.
Et puis la deuxième chose, c'est de chercher les informations nécessaires. Et nous vous donnons justement toute l'information qu'il faut pour mettre en place. Une fois que vous avez le GPT, le lien qu'on va partager avec vous, vous dialoguez avec votre GPT. Si vous voulez, vous ne savez pas faire de prompt, OK, vous regardez notre webinaire dans lequel nous avons donné toutes les informations sur comment faire de bons prompts, ou encore vous dialoguez à l'oral directement avec notre GPT pour dire, je vais mettre en place tel système. Qu'est-ce que tu penses de ça? Comment je peux le faire? Il va vous poser une série de questions. Et à partir de ces questions, il va récupérer toute l'information et il va vous générer directement le workflow. Donc, vous n'avez pas besoin du tout d'être un développeur avant de mettre en place un workflow. Pas du tout. Je vais quand même ajouter, merci Alex pour ta réponse. Je vais ajouter que nous avons notre GPT Horizon IA dont on parlait depuis le début là. Et donc, à la fin de cette session, Horizon IA sera entraîné avec toutes les informations que nous vous partageons là. Donc, vous n'avez pas besoin d'être informaticien. Il suffit de poser les questions à Horizon IA et puis il vous dira également. Yes. Donc, je vais compléter la réponse et rassurer un peu Étienne qui posait la question, hein. Alors, la saison 1, très clairement, on est vraiment parti du niveau complètement débutant. Et donc, on a vu que l'IA est effectivement très, très accessible, hein. On lui parle en langage naturel. Après, on va apprendre à bien structurer la façon de l'interroger, etc. On va voir différents outils, différentes variations. Donc ça, c'est vraiment très, très basique et ça demande vraiment aucune compétence technique particulière. Là, c'est vrai qu'on voulait parler de la notion d'agent depuis un moment. Alors, on a attendu un peu que ça mûrisse parce qu'il y a eu beaucoup de buzz au début de l'année, même à la fin de l'année dernière. Et on s'est lancé. Et voilà, donc je dirais que déjà NVTM tel qu'on le voit, c'est une programmation graphique quelque part à la souris. Avec le GPT qui a été développé, on peut en plus en langage naturel lui faire générer cette forme de graphe, hein, ce qui nous évite quand même de développer nous-mêmes. C'est-à-dire que pour développer un agent, on pourrait très bien le coder en Python directement en langage. Là, on a fait le choix justement de vous faciliter la tâche avec un outil de no-code, low-code, auquel on a adjoint en plus un outil de prompt. Mais on fera un petit point à la fin, hein, on fera un petit point à la fin de cette session pour voir si le niveau vous convenait, sachant que vous inquiétez pas non plus, hein, on pourra revenir dans les sessions qui viendront sur différents sujets qui auraient pu poser quelques difficultés. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Si je vois une question également importante de Sébastien, les 4 premières catégories d'agents ont été entraînées une fois, alors que la dernière catégorie s'entraîne au fur et à mesure des nouvelles données qu'il traite. Alors, pas forcément. L'entraînement, c'est qu'une étape dans le développement et le maintien des fonctions de l'agent et l'amélioration de ses performances. Si on revient un peu sur le premier niveau, agent à réflexe simple et l'exemple que Jean-Luc avait donné concernant un thermostat qui s'allume quand il fait froid, on peut tout simplement, cet agent pourrait améliorer ses capacités en intégrant des éléments autres que la température en interne. Par exemple, on peut rajouter un capteur en externe, de température en externe, pour anticiper l'évolution de la température à l'intérieur et de l'action. Donc l'action reste quand même, et le réflexe reste simple. Pourtant, l'agent apprend et assimile d'autres informations. Donc le type d'agent ou la typologie d'agents qu'on a présenté, elle est vraiment basée sur leur fonctionnement et la complexité de l'activité qu'ils couvrent. Mais l'entraînement est applicable à l'ensemble des 5 types, donc comme étant une base d'amélioration et de développement de son activité.
Merci à tous. Oui. Excuse-moi, je rajouterais juste un dernier détail, c'est que le cinquième type d'agent dit apprenant a en plus des éléments qui sont vraiment spécifiques par construction pour s'entraîner et se vérifier lui-même et s'améliorer de façon continue. Mais voilà, c'était juste pour compléter ce que nous a dit Fouad. OK, merci beaucoup. On va continuer donc notre démonstration. Et pour continuer, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut cliquer sur chaque nœud, comme je le disais. Et une fois qu'on clique, si tout fonctionne bien, il va récupérer les informations déjà. Et si ce n'est pas paramétré, comme je l'avais dit, on fait des captures d'écran, on lui donne. Il faut aussi comprendre que si un développeur veut concevoir cet automatisme, qu'est-ce que lui va faire? Il n'a pas besoin d'aller créer un GPT. Il n'a pas besoin d'importer un fichier. Il vient d'un N8N, il le fait directement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que N8N donne la possibilité de l'utiliser même si on n'est pas développeur. Il donne aussi la possibilité aux développeurs de l'exploiter pleinement. Donc, c'est un outil qui est accessible à tous et c'est pourquoi on l'a utilisé. Donc, ici, tout ce que Narcisse a expliqué, c'est ça qu'on a matérialisé là. Et la finalité, c'est soit euh, on récupère les informations et dans cette information, il y a une activité qui est planifiée ou pas. Et s'il y a une activité qui est planifiée, ce système vient planifier dans notre agenda. Et s'il n'y a rien de planifié, il prend l'information, il résume et il nous l'envoie par WhatsApp. Donc, il résume en 2 phrases ou en 3 phrases et qu'il nous envoie. Donc, je viens de lancer là. Là, j'ai lancé. Et voilà, j'ai lancé le workflow. Il a récupéré l'information dans le courriel, dans ma boîte, et il vient planifier. On peut voir ce qu'il a planifié. Est-ce qu'il a réussi à planifier? On vérifie. OK, on se rend que c'est planifié. Mais pour que tout le monde voit que c'est ce qu'on a planifié qui est venu là, on va supprimer, on va reprendre. On aurait pu montrer le courriel qui est envoyé, mais pour des raisons de confidentialité, je n'ai pas voulu partager ma boîte électronique. Donc, un courriel a été envoyé au prime abord et c'est à partir de ce courriel-là, les informations de ce courriel, il a récupéré et il a détecté qu'il fallait planifier une rencontre. Donc, il a planifié la rencontre. Bien sûr, ce n'est pas un courriel que j'ai reçu, c'est un courriel que je me suis envoyé avec certains mots-clés pour tester. Donc, ça fonctionne très bien. C'est le plus important. Et revenons sur N8N. N8N, comme on le disait, c'est un outil qui vous permet justement de mettre en place des systèmes d'automatisme sans être un développeur, sans rien connaître forcément dans les codes, sans savoir comment coder. La bonne nouvelle est qu'il y a plusieurs templates qui sont déjà là, disponibles. Et il y a plus de 5600 templates. Donc, la probabilité est très forte que ce que vous voulez automatiser, ce que vous voulez mettre en place, quelqu'un l'a déjà fait avant vous. Quelqu'un a déjà pensé à ça avant vous. Donc, vous cherchez, c'est classé par catégorie. Vous cherchez, vous trouvez. Et si vous trouvez, vous voulez personnaliser, vous ne savez pas comment personnaliser, c'est très simple. Vous téléchargez donc ce workflow et vous donnez ce workflow à notre outil GPT qui permet de pouvoir analyser. Lui va analyser et il va vous demander ce que vous voulez personnaliser. Et vous allez donner tous les détails. Et donc, cet outil va vous permettre justement de personnaliser et de revenir dans N8N, faire les paramétrages nécessaires. Donc, en résumé, pour mettre en place cet automatisme-là, vous avez besoin d'une idée très claire. C'est le plus important. Vous n'avez pas besoin de savoir comment coder. Vous n'avez pas besoin de coder en Python ni en Java ou je ne sais pas. La seule chose, c'est d'être en mesure de savoir exactement ce que vous voulez. Et je sais que vous êtes en mesure de savoir exactement ce que vous voulez. Et après ça, soit vous irez sur N8N pour voir ce que vous voulez. Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? Parmi les 5600 templates, est-ce que quelqu'un l'a déjà fait avant vous? Si oui, vous l'utilisez simplement. Vous n'avez même pas besoin, dans ce cas,
de notre outil, de notre GPTIS. Maintenant, si quelqu'un n'a pas fait exactement ce que vous voulez, ou vous trouvez quelque chose que vous souhaitez personnaliser, télécharger, et vous allez fournir à notre GPTIS, il va vous aider, il va l'améliorer, il va l'adapter selon vos orientations, et vous allez simplement donner à NWITEN et puis faire les paramétrages nécessaires. Il faut aussi dire, pour terminer, que ceci, ce n'est qu'une introduction très rapide. Dans les prochains webinaires, si vous le souhaitez, parce que tout ce qu'on fait, c'est suivant ce que vous voulez qu'on fasse. Donc, si vous voulez vraiment qu'on revienne là-dessus, on reviendra et on va donner les détails étape par étape, comment mettre en place. Donc, voilà, et de façon très rapide, comment on peut mettre en place un système. Et ce système, vous n'avez pas besoin forcément de venir lancer le système. Une fois que vous avez mis en place, vous fermez votre ordinateur. Voilà, dès que vous avez un courriel, tout se met en place. On peut automatiser plein de choses. Dans notre exemple, dans cette démonstration, on a utilisé un cas où Léon veut faire une automatisation dans sa vie personnelle, mais on peut le faire euh, de façon professionnelle et bien d'autres, dans bien d'autres domaines. Merci. Donc, on continue donc avec la phase de questions-réponses. Merci beaucoup, Alex. Alors, juste une précision, c'est vrai que nous avons utilisé NWITEN qui, pour répondre aussi à une autre question, n'est pas un outil gratuit, mais il y a une période d'essai gratuite. On a choisi cet outil pour le cas de notre démo, mais merci à Nicolas qui a fourni quelques liens d'autres outils. Et en effet, il y en a plusieurs autres. Hein, donc, voilà, on ne pouvait pas faire de démo sur tous, donc il a bien fallu faire un choix. On a une question, Alex, comment est-ce que tu vérifies ou comment est-ce que tu sais que le code qui est créé n'est pas biaisé? Alors, ce qui est formidable, c'est que dans tout ce qui est numérique, si c'est biaisé dans ce cas-là, parce que ce sont des codes, ça ne fonctionnera pas. Donc, quand on va lancer le workflow, ça va nous dire que quelque chose ne va pas. Et il va nous dire que c'est dans tel nœud. Vous allez dans le nœud. Si vous êtes développeur, vous allez vous en sortir facilement. Si vous n'êtes pas développeur, vous avez deux options. Vous faites une capture d'écran, vous vous retournez vers l'outil qu'on a mis en place, notre GPTIS. Vous allez donner, il va vous détecter. La deuxième option, ou vous pouvez combiner aussi les deux, la deuxième option, c'est que dans NWITEN, vous avez une intelligence artificielle qui est intégrée. Donc, quand vous êtes en train de mettre en place votre système d'automatisme, dès qu'il y a une erreur, vous avez l'icône de l'IA qui se présente. Et quand vous cliquez, il vous détecte le problème et vous dit ce qu'il faut faire. Donc, vous pouvez combiner les deux, c'est-à-dire que vous allez faire la capture d'écran de ce qui ne va pas et vous allez copier les orientations données par l'IA de NWITEN et vous donner l'ensemble à notre GPTIS. Avec ces deux informations, il vous donne l'orientation appropriée. C'est ça. Merci beaucoup. On a une autre question. Que deviennent les courriels analysés par l'agent? J'imagine que ça dépend de comment on paramètre le workflow et ce qu'on demande de faire avec. Alors là, vous avez plusieurs options. Dans un premier temps, dans votre workflow, vous pouvez lui demander, vous pouvez ajouter un nœud qui serait une sorte de journal de tout ce que l'IA fait. Donc, quand il copie, il lit un courriel, il vous dit, il a lu à telle date, à telle heure, et ce qui vous permet de voir tout ce qu'il fait. Sinon, c'est aussi dangereux de le laisser faire tout ce qu'il veut. Ça, pour des raisons de transparence et d'audit après. Ça, c'est euh, le premier aspect. Deuxième aspect, par rapport à vos informations, vous avez la possibilité de faire confiance à NWITEN. Donc, vous avez votre compte NWITEN, vos informations sont sur le cloud de NWITEN. Soit vous téléchargez en local NWITEN, mais dans ce cas,
Si vous avez un VPN en local, votre ordinateur doit être toujours allumé, sinon ça ne fonctionne pas. Et vous avez la troisième option, qui est l'option entreprise. Vous pouvez carrément mettre votre système sur votre cloud, sur votre propre cloud. Donc, vos informations sont hébergées chez vous. Donc, tout ce qu'il consulte, même s'il garde ces informations, c'est dans votre propre cloud. Donc, à vous de choisir. Est-ce qu'il faut faire confiance à N8N ou il ne faut pas le faire confiance? Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup. Point de Oui, vigilance également autour de l'accès aux données locales, hein. oui. Donc vérifiez bien avant d'accepter d'installer l'outil localement. Donc c'est valable également pour d'autres logiciels. Je crois on a beaucoup de questions sur la Oui, sécurité, justement, effectivement. confidentialité dans les questions-réponses. Effectivement, comment est-ce que N8N, puisque là, du coup, on donne quand même beaucoup d'informations, notamment l'accès à sa boîte mail qui est assez sensible. Comment est-ce que N8N gère la sécurité des données personnelles? Ben, je vais donner une réponse que moi-même j'ai eue de quelqu'un, mais que j'ai trouvé intéressant. Mais c'est très simple par rapport à ce que vous posez comme question. Vous n'avez, vous avez vos données avec Gmail, donc avec Google. Google ne vous dit pas comment il traite vos données, mais vous faites confiance. On fait confiance à Microsoft avec toutes nos données parce qu'il nous dit qu'il a les certifications nécessaires pour sécuriser nos données. Ben, si N8N aussi nous dit que nos données sont sécurisées, il a les certifications appropriées, on lui fait confiance. Si vous faites confiance déjà à d'autres outils avant N8N, on est obligé de lui faire confiance aussi, tout en mettant en place, en tout cas tout en étant vigilant si on veut. On ne peut jamais être à l'abri quand même euh, de- d'une fuite de vos données ou je sais pas, mais on fait confiance. C'est ce que je peux dire. Alors, je compléterai un petit peu en disant que si on veut vraiment pas faire confiance, on a aussi des solutions alternatives, hein, d'une part, pour N8M, c'est de l'installer sur son propre poste ou en tout cas son propre site ou sur un cloud privé et sécurisé pour N8M en tout cas. Et puis après, pareil pour l'outil d'intelligence artificielle, le LLM, hein, c'est toujours la même chose. Je crois qu'on l'avait évoqué précédemment. Soit on utilise un outil qui est déjà configuré sur le cloud comme ChatGPT avec quand même des sécurités, un certain niveau de sécurité, hein. Dès qu'on est en version payante, on peut cocher une case pour dire qu'on veut surtout pas que nos données servent à l'entraînement. Mais vous pouvez très bien installer sur un serveur local, même sur votre poste de travail, un petit LLM, hein. Ça pourrait être le sujet d'un cas pratique plus tard, mais vous pouvez tout à fait avoir un LLM qui sera peut-être pas aussi largement puissant qu'un ChatGPT, mais que vous pouvez entraîner spécifiquement sur vos besoins à vous. Donc voilà, donc on a différentes gradations et différents potentiellement niveaux de complexité technique pour répondre à ces questions de confidentialité. Et effectivement, comme plusieurs le disent, dans le cadre de l'entreprise, il faut, quoi qu'il en soit, vous assurer de suivre la politique de sécurité de votre entreprise et les outils mis à votre disposition. Aussi, vu qu'il y a plusieurs qui posent des questions sur la sécurité et la confidentialité des données, on pourrait, euh, lors d'une de nos prochaines sessions, aborder le sujet. Donc, on pourrait avoir un webinaire spécifique à ça si c'est quelque chose qui vous intéresse.
De toute façon, de plus en plus, on commence à réguler un tout petit peu les flux d'informations qui concernent le public, mais également, ça reste, comme disait Laure Emmanuel, le côté professionnel des politiques de protection qui sont assez sérieuses, mais pour les informations un peu publiques, il faut faire attention. Et pour moi, ça rentre dans le choix du cadre technologique. Vous allez aussi regarder cette dimension dedans. Est-ce qu'il y a en fait, est-ce que c'est quelque chose dans mon Microsoft, dans mon écosystème Microsoft où je partage déjà des données, mais il faut regarder aussi est-ce que ces informations sont exploitées par la suite ou pas. Donc c'est un point de vigilance de façon globale et je laisserai Jean-Luc parler également par la suite de l'IA Act. Eh bien, ça fait une très belle transition car effectivement, je pense que il faut maintenant aborder la notion du mois et s'il nous reste quelques minutes, on pourra aborder les dernières questions à la fin. Jean-Luc, je te laisse la parole. Ok, merci Laure Emmanuel. Donc les nouveautés du mois, je voulais vous reparler du standard de l'IA, Standard for Artificial Intelligence in the Portfolio Program and Project Management. Donc, je fais partie de l'équipe de développement. Je vous avais dit précédemment que on avait exposé notre draft pour recueillir des remarques du monde entier. Donc, on a terminé l'intégration des remarques. Ce que je vous montre là, alors, je suis autorisé officiellement par le PMI à vous le montrer. Je pense que vous ne le verrez pas ailleurs. Je mets quand même des réserves parce qu'on est encore à l'état de draft. On n'a pas encore complètement affiné la construction du document. Il va encore rester quelques temps avant qu'il soit public. D'autre part, j'ai volontairement laissé en anglais le contenu puisque c'est la version originale et on sait toujours que dans les traductions, on peut avoir des variantes et je ne veux pas exposer une traduction française qui serait pas la bonne. Alors, en deux mots, très, très rapidement, parce qu'on arrive bientôt à la fin, le standard, il respecte une architecture qui est celle des standards désormais du PMI. On l'a vu par exemple avec le PM Box 7. On a d'une part des principes, d'autre part des domaines de performance. Les principes, c'est quoi? Ce sont des guidelines, enfin, ouais, je vais essayer de parler français, donc des guides qui vont permettre d'influencer sur le comportement, sur l'attitude des humains, puisque finalement, l'intelligence artificielle, tout comme la gestion de projet, elle concerne les humains. Donc, on va avoir des principes fondamentaux. Je ne vais pas tous les revoir, mais ça fait écho à ce qu'on a dit précédemment. Alors, premièrement, quand même, s'assurer qu'on est aligné avec la valeur et en plus avec la valeur de l'entreprise. On ne va surtout pas se lancer dans un projet d'IA d'entreprise juste parce que le concurrent s'y met, juste parce qu'on veut être moderne. On veut absolument s'assurer qu'on est aligné avec la stratégie de l'entreprise et que l'IA va nous permettre de créer de la valeur. On a évidemment de la gestion de risques. On a cette fameuse gouvernance et conformité qui vient d'être dite. C'est un petit peu le pas qu'on vous propose de commencer à franchir dans cette saison 2, mais on pourra ajuster encore une fois en fonction de vos retours. C'est de passer de l'utilisation de l'IA en tant qu'individu à l'utilisation de l'IA dans un contexte professionnel où là, on a quand même des contraintes et on va faire en sorte effectivement qu'on n'ait pas au sein de l'entreprise des IA ou des initiatives personnelles qui pourraient exposer ou mettre en danger des données de l'entreprise. Voilà, donc dans les principes, on retrouve les gens, la culture, l'éthique. Tout ça, c'est très humain dans l'IA. L'engagement des parties prenantes, la conduite du changement. Il faut qu'on arrive à embarquer et impliquer les gens qui sont concernés. Et puis la particularité des projets IA, c'est que ils sont pas vraiment finis. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis en place une version 1, on est sans arrêt en train de l'optimiser et de chercher à innover parce que ne serait-ce que le moteur d'IA sur lequel on s'appuie, il va évoluer, les données, elles vont évoluer, etc. Et puis, j'en viens justement au dernier principe qui est la qualité des données. Donc ça, c'est
c'est fondamental. Dès le moment où vous allez vouloir avoir un certain niveau de qualité dans vos réponses, eh bien, il faut que vous assuriez, surtout dans un monde professionnel, que vos données en entrée sont de bonne qualité. Voilà, je vais surtout parler aujourd'hui des principes. Les domaines de performance, je ne vais pas m'y attarder. Les domaines de performance, ce sont des groupes d'activités qui permettent de créer de la valeur. Donc, vous pourrez les lire par vous-même. Et je vais passer rapidement à la deuxième actualité du mois, qui était l'actualité des vacances depuis notre dernière session, qui est la mise en place de l'AI Act. Donc, ça ne concerne pas forcément tous nos auditeurs aujourd'hui qui ne sont pas forcément en Europe, mais c'est intéressant de voir cette initiative, qui est pour certains controversée, parce qu'on a l'impression qu'on réglemente avant d'innover, là où d'autres innovent avant de réglementer. Voilà, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite de protéger les droits. En France, avec notre RGPD, on est très attentif à ça et l'Union européenne, avec les AI Act, va dans cette logique-là. Voilà, donc on a eu au début août une étape importante avec une obligation d'application de certaines consignes aux modèles généraux. Alors, quand je parle de modèles d'usage général, c'est ChatGPT, Gemini, etc. Et on aura une deuxième étape très importante en août 2026, mais on aura le temps d'y revenir. Mais sachez que oui, on a des sanctions qui peuvent être potentiellement très, très élevées. Et tout ça, c'est basé sur des risques que je vais juste vous montrer, mais je ne vais pas pouvoir les développer compte tenu du temps qui passe. Donc, si on peut passer le slide d'après, voilà. Donc, on a des niveaux de risque qui structurent ce document avec ce qui est interdit. Donc là, c'est fondamentalement interdit, la manipulation, notation sociale, publique, etc. Des choses à haut risque, à risque limité et à risque minimal. Et vous voyez sur la colonne de droite les exigences qu'on a en matière de gouvernance, de supervision humaine, etc. Voilà, c'était les actualités de l'été, on va dire, que je souhaitais partager avec vous. Il nous reste très peu de temps pour conclure. Je vais redonner la parole à Laure Emmanuel. Merci beaucoup, Jean-Luc. Alors, et merci pour tous les commentaires qui ont eu lieu pendant les interventions. On espère que cette session vous aura été utile et que vous aurez appris et compris au moins certaines notions. Si vous avez des idées de futurs sujets à aborder ou des points que vous aimeriez qu'on éclaircisse sur les futures sessions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires maintenant. Si vous avez également un retour sur le niveau de technicité ou d'information qu'on vous a partagé aujourd'hui, n'hésitez pas également le partager. C'est vrai que lors de la dernière session de l'année dernière, certains ont demandé des choses un petit peu plus approfondies. Donc, on essaye aussi de se mettre sur un autre niveau, mais il va peut-être nous falloir vos retours pour l'ajuster si besoin. Voilà. Une petite précision. Alors, comme d'habitude, les PDU, vous les aurez suite à la session. Je m'en occupe au courant du week-end. Si vous n'avez rien d'ici lundi, n'hésitez pas à me contacter. Et une précision importante, donc jusque-là, les sessions étaient toutes ouvertes à tout le monde et gratuites. Au niveau du PMI France, il y a certains changements qui s'opèrent au niveau des événements. Donc, à partir de la prochaine session, les événements seront gratuits pour les membres de PMI France, mais une participation sera demandée pour les personnes qui ne sont pas membres de PMI France. Je vous encourage donc à envisager le membrariat PMI France si toutefois vous n'êtes pas déjà membre. Et puis les replays seront accessibles aux participants. Voilà, c'était les informations de la fin. Si
vous avez voilà, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à compléter dans le chat. J'ai quelque chose à ajouter, là, Emmanuel. Si vous avez apprécié ce webinaire, écrivez oui. Ça me permet de savoir que vous avez apprécié et le webinaire et surtout le sujet abordé. Merci. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir tous les oui. Merci beaucoup. Et on a dépassé d'1 minute, mais merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. On vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre emplacement géographique. Bon après-midi. Et bon après-midi. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. revoir. Bye.